effectivement, je vous ai proposé que je vous parle de l'inclusion comme modalité de sortie de la crise. Et pour cela, je vais peut-être commencer par dire en quoi nous sommes en crise. C'est peut-être une lapalissade, mais je voudrais quand même caractériser la situation actuelle de manière rapide. Je prétends que le pays est en crise, et en crise profonde, depuis quelque temps, et sur divers aspects. La crise actuelle est d'abord elle n'est pas d'abord, elle est totale, mais elle se décline sous différents angles. C'est une crise économique, c'est une crise sociale, c'est une crise politique, c'est une crise morale, c'est une crise sécuritaire. Et je vais essayer de prendre pour chacun de ces blocs une caractérisation rapide pour le dire de manière objective. Crise économique. En quoi nous sommes dans une crise économique? Le gouvernement vient de découvrir avec délectation que la croissance pour 2015 va se situer à 0,8%, après avoir craint qu'elle ne se situe entre 0,3 et 0,4%. Ça a été la divine surprise faite la semaine dernière par l'Institut national des statistiques à notre cher ministre des Finances, 0,8%. Mais c'est le plus mauvais taux que nous ayons réalisé de mémoire d'homme, hormis l'année de la Révolution 2011. Même en 2012, nous étions à 3,6, en 2013, nous étions à 2,6, 2014 à 2,3. Effectivement, ça diminue, tout ça, ça s'essouffle. Et avant la Révolution, on était à une moyenne sur les 5 années avant la Révolution, malgré la crise financière internationale, nous étions à une moyenne de 4,5%. Et la décennie d'avant, nous étions à une moyenne de 5%. Nous sommes à 0,8%. Et c'est une divine surprise. Ça, c'est pour la croissance. Pour l'emploi, nous sommes à 600, aux dernières statistiques publiées par l'INS la semaine dernière, nous sommes à 640 et quelques mille demandeurs d'emploi. Nous sommes à 15,4% de taux de chômage, avec 220 000 ou 230 000 diplômés chômeurs, dont plusieurs de longue date. La situation a rarement été aussi tendue. En nombre absolu, elle n'a jamais atteint ces niveaux-là. Et tout cela malgré des recrutements indus et massifs dans l'administration et la fonction publique pendant les années 2012-2013, où on a recruté dans l'administration plus de 150 000 personnes. Sur le chapitre de l'inflation, nous sommes depuis plusieurs années maintenant abonnés à une inflation entre 5 et 6%. Et régulièrement, on nous annonce la baisse des prix ou la maîtrise de l'inflation. Mais dans la réalité, notre inflation est artificiellement maintenue au niveau qu'elle atteint aujourd'hui. Quand nous savons que, inévitablement, nous devrons libérer un certain nombre de prix. Moi, je suis toujours étonné de voir que la baguette est toujours à 190 millimes depuis 10 ans maintenant. Quelle que soit l'évolution des prix des céréales sur le marché international. 200 millimes. Jamais tu lâches la baguette. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. La dernière fois, j'étais dans une... Je m'étais arrêté devant une pâtisserie-boulangerie à laquelle je n'ai pas l'habitude d'aller. Et je ne sais pas ce que je devais acheter. Et devant moi, il y avait quelqu'un qui avait acheté 5 baguettes. قالوا قداش؟ قالوا دينار. انا دخلني كلوف قلت له زيدوا فيها الباكيت قال لي لا باقي ب 190. قلت له 190 ما ترجعلوش 10 على 200 جو كومبرون. اما على دينار ما ترجعلوش 50 وما عندكش صرف نتاع ال 10 باسكو لي بيس دو
2 Guadeloupe ont disparu, on a fait les millim maintenant par exemple. Et les pièces de 10 millim ont disparu également, mais les pièces de 50, elles existent quand même. C'est-à-dire que l'État, qui aurait pu, de manière totalement indolore, qui serait passé inaperçu, dire les 190 passent à 200, personne n'aurait dit quoi que ce soit. Ni les GTT, ni Hama, ni qui que ce soit dans le pays. Voilà, donc malgré cela, c'est donc à 10, à une baguette on retient le 10, à 5 baguettes on retient les 5. Voilà. L'épargne. L'épargne, nous étions à des taux d'épargne de 17% du PIB. Ça n'a pas arrêté de régresser. Nous sommes aujourd'hui à des taux d'épargne de 11% du PIB. L'argent n'est pas dans les banques. L'argent n'est pas dans l'épargne. L'argent circule en cash, par sac entier, là où l'État, même quand il fait des lois pour interdire les transactions en liquide, en cash, au-delà d'un certain niveau, n'arrive pas à les appliquer et n'a peut-être pas la volonté de les appliquer. Un dernier élément pour caractériser la crise dans sa dimension économique, c'est la liquidité bancaire. La liquidité bancaire, avant la Révolution, toutes les semaines, il y a un mécanisme d'enchère qui permet à la Banque centrale de remettre de l'argent dans le circuit bancaire pour permettre aux banques qui manquent de liquidités d'avoir auprès de la Banque centrale des liquidités nécessaires pour faire face à leurs engagements. C'est classique. Jusqu'à janvier 2011, la Banque centrale mettait sur le marché, toutes les semaines, 700 millions de dinars. Aujourd'hui, nous sommes à 6 milliards de dinars. La crise dans sa dimension politique, je vais en dire 2 mots, parce que nous la vivons tous, c'est pathétique. La situation est pathétique. Quand nous voyons l'éclatement de ce qui était le premier parti avant les élections, l'effritement, le délitement, l'éternement, quand nous voyons également l'émergence de toutes les initiatives, de tous bords, pour constituer des partis nouveaux. Alors, les 2 autres chapitres sur lesquels je voudrais très rapidement caractériser la crise, après l'économique et le politique, c'est la crise dans sa dimension sociale. Quand on sait que il y a 640 000 chômeurs dans le pays, il y a des 230 000 diplômés chômeurs, dont certains de très longue date, quand on sait que l'inflation s'est située toutes ces dernières années à des niveaux élevés, c'est clair que le pouvoir d'achat s'est érodé, beaucoup de gens s'est érodé, que les perspectives se sont refermées pour beaucoup de gens, et on l'a vu récemment avec Gasoline, et à partir de Gasoline, ça s'est disséminé un petit peu ailleurs. Je voudrais rapidement rappeler comment nous en sommes arrivés là. Alors, moi, ma lecture de ce qui s'est passé en décembre et janvier 2010-2011 est simple. On a beaucoup écrit là-dessus, on a beaucoup débité de la littérature là-dessus, mais dans la réalité, il y a un rapport du PNUD qui date de 2002, qui est le premier rapport établi par le Programme des Nations Unies pour le développement sur le développement humain dans le monde arabe. Ce rapport concluait, il disait, grosso modo, la chose suivante, il disait, dans le monde arabe, il y a d'immenses progrès qui ont été réalisés en matière de développement humain. Et alors, il citait des chiffres en tout genre, espérance de vie à la naissance, nombre taux de mortalité infantile, nombre de calories consommées en moyenne par le citoyen arabe et évolution sur les 50 dernières années. Il y avait plein de ratios qui étaient extrêmement positifs et qui étaient objectifs et qui montraient qu'il y avait réellement une construction des capacités humaines dans le monde arabe que l'on aborde là sous l'angle de l'éducation, de la santé,
de la culture, de différents angles, c'était remarquable. Il y a 3 exigences non satisfaites dans l'ensemble des pays du monde arabe et sur lesquelles il va falloir faire des progrès pour satisfaire à ces exigences des populations. Les 3 exigences étaient à l'époque, et elles restent toujours en large partie, c'est valable pour l'ensemble des pays arabes, et c'était le cas en Tunisie en 2010-2011. Les 3 exigences sont d'abord, c'est pas dans l'ordre, c'est concomitant, une exigence de plus de liberté. Deuxième exigence, de meilleures conditions de vie. Le monde est globalisé, les images nous viennent du ciel, les gens regardent des feuilletons, avant je disais mexicains, maintenant turcs, directement en arabe dialectal, et donc ils voient comment les gens vivent ailleurs, et ils se disent pourquoi à Beverly Hills il y a ça, et pourquoi pas nous, et pourquoi on ne participe pas d'une manière ou d'une autre. Donc dans un monde globalisé, les gens ressentent et ont des exigences sociales fortes. Et la 3e exigence, c'est une exigence de plus grandes opportunités économiques. Plus grandes opportunités économiques veut dire 2 choses à la fois. Veut dire à la fois une exigence d'emploi, surtout quand on forme des jeunes. Nous, sur les 90 000 diplômés, c'est les 90 000 arrivant sur le marché primo-demandeurs d'emploi annuellement en Tunisie, 90 000 primo-demandeurs d'emploi, il y a 70 000 porteurs d'un papier sur lequel il y a marqué diplôme. Je ne sais pas ce qu'ils vaut, mais peu importe. On leur a donné un papier, on leur a dit c'est un diplôme. Donc, ils arrivent, ils veulent un emploi et en rapport avec le diplôme en question. Et si possible, dans la fonction publique, et si possible avec le moindre risque, ou dans une banque. Dans la fonction publique, dans une banque, voilà. Et donc, c'est symptomatique, c'est pas l'anecdote en elle-même qui est à retenir, mais c'est symptomatique de cette exigence de plus grandes opportunités économiques. Voilà les 3 exigences qui étaient derrière notre évolution et derrière les différents soubresauts dans l'ensemble du monde arabe. Et c'est la raison pour laquelle je dis les pays qui ont dit avoir géré la période 2010-2011 par la réforme, etc., je n'en crois rien, parce qu'ils n'ont pas traité les raisons fondamentales qui étaient derrière le soulèvement chez nous et qui demeurent ailleurs. Pour l'emploi ou les initiatives économiques, il faut permettre aux gens d'accéder à l'emploi ou à des initiatives économiques. Toutes les études démontrent que cela ne se fera pas sans des réformes majeures à mener. Parce que nous sommes dans un système un peu sclérosé, un peu silicifié, où il y a des points durs partout. Là, et toutes les études démontrent que si on ne fait pas un certain nombre de réformes majeures, on ne retournera pas à la croissance et encore moins au développement, sachant que moi je fais une différence majeure et essentielle entre croissance et développement. Et en général, je le dis en arabe parce que ça frappe plus les esprits. نقول عرفنا نموا على فترات متوالية، عرفنا نموا ولكن لم يفضي هذا النمو إلى تنمية. الفرق بين النمو والتنمية. La croissance et le développement. La croissance, c'est la création de richesses supplémentaires. Le développement, ce n'est pas uniquement la création de richesses, parce que si nous sommes 40 ou 50 personnes dans cette salle, si nous créons ensemble plus de richesses et que Ali s'accapare toutes les richesses, il les prend à lui tout seul, je ne crois pas qu'on soit satisfait les uns ou les autres. Voilà. Donc là, pourtant, il y aurait eu création de richesses. Mais le développement, c'est comment faire que l'ensemble des acteurs soient partie prenante à 2 processus, au processus de création de la richesse et au processus de distribution de la richesse. Mais la création devant précéder la distribution, parce que on ne peut pas distribuer durablement ce qu'on n'a pas produit.